et de l'ASN qui nous écoutent et que je salue. Je cède maintenant la parole à Jean-Pierre Tête. Ça y est. Madame la Présidente, Monsieur Abadie, chers collègues, le 24 septembre, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire nous a précisé que compte tenu du délai limité entre la promulgation de la loi et la création de l'ASNR, le projet d'organisation transitoire privilégiait une stabilité fonctionnelle et géographique permettant d'assurer la continuité de l'activité et des missions. L'organisation prévoit une direction générale unifiée, le maintien en l'état et une juste exposition des entités de cœur de métier de la sûreté, de la santé, de l'environnement et de la radioprotection, ainsi qu'un rapprochement des personnels exerçant des fonctions support transverses et de pilotage au sein d'entités nouvelles. Le projet d'organisation a été soumis aux instances représentatives des personnels de l'ASN et de l'IRSN. Ces instances ont émis un avis défavorable au projet, l'une estimant que la mise en place de la réforme devrait être repoussée au 1er janvier 2026, l'autre que le projet présenté n'allait pas assez loin. Arrivé à la mi-octobre, pouvez-vous nous dire où cela en est-il? L'ASNR sera-t-il en capacité d'exécuter ses fonctions? Selon l'article 16 de la loi relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, c'est au collège de l'ASN de préparer un projet d'organisation et un projet de règlement intérieur en vue de leur adoption au 1er janvier 2025. Le collège de l'ASN est en train d'étudier les avis et les propositions qui les accompagnent. Il était prévu qu'ils auditionnent les directions générales des deux entités la semaine prochaine avant de prendre position sur les suites à donner. Vous deviez faire un travail de préfiguration permettant d'apporter un éclairage sur cette fusion. Estimez-vous que les conditions soient réunies pour une bonne application de la loi dès le 1er janvier 2025 ? Sur le sujet très sensible des déchets, s'il existe une filière de gestion pour 90% des déchets nucléaires, ceux-ci ne représentent que 10% de la radioactivité contenue. En l'absence de filière de gestion sûre, un effort reste à fournir pour trouver des solutions de gestion des déchets à plus haute activité et de ceux ayant une faible activité mais une vie longue. Il n'est pas concevable d'afficher de nouvelles ambitions pour le nucléaire sans dégager des moyens pour que les déchets nucléaires soient gérés de manière définitive ou entreposés dans de bonnes conditions. Les nouvelles ambitions et la gestion des déchets doivent aller de pair. C'est une question de crédibilité. Pouvez-vous nous préciser quelle sera votre politique en la matière? Pour notre part, le groupe de la droite républicaine votera pour votre nomination. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le directeur général. Merci beaucoup, monsieur le député Tête. Donc, peut-être quelques mots, effectivement, sur l'échéance du 1er janvier. Alors, tout d'abord, j'ai suffisamment d'expérience comme directeur d'administration et comme directeur d'établissement public pour ne pas sous-estimer les questions d'intendance, les questions de fonctionnement. Pour autant, et je l'ai marqué dans le questionnaire, j'ai une conviction forte, c'est qu'il faut vraiment démarrer au 1er janvier avec la nouvelle autorité de sûreté. On le doit au personnel pour lesquels il faut arrêter, terminer cette phase intermédiaire d'incertitude. Le pire pour les salariés, c'est clairement l'incertitude. C'est l'incertitude de là où je serai au 1er janvier, mais surtout de là où je vais aller dans mon organisation future. Et cette construction de l'organisation future, elle doit démarrer dès maintenant, dès le 1er janvier. Il faut une autorité commune, il faut un comité de direction commun, une équipe soudée, il faut un management qu'on puisse mobiliser, et il faut une communication unifiée vers les personnels. Et tout ça, on ne l'a pas aujourd'hui. Clairement, on a deux institutions, on a des directeurs et des managers qui sont dans des situations difficiles parce qu'ils ont un conflit de loyauté entre leur organisation actuelle et l'organisation future, et on ne réussit pas à communiquer de manière unifiée et fluide vers l'ensemble des personnels. Donc il faut vraiment basculer dans une conduite du changement intégrée au 1er janvier. Alors une fois que j'ai dit ça, il faut bien évidemment traiter les sujets qu'il faut traiter au 1er janvier. La première chose à dire, c'est bien évidemment, je le redis, les fonctions métiers sont préservées, les processus métiers sont préservés. Donc le choix qui a été fait de juxtaposer les organisations fait que la production des expertises et des avis, elle se poursuivra en début d'année sans perturbation. Et je pense que c'est important parce que lors des deux auditions que vous avez tenues, il y a eu un peu d'ambiguïté autour de la notion de fonctionnement dégradé. S'il peut y avoir des tensions, elles sont des tensions sur l'intendance, sur les fonctions support, sur les aspects comptables, mais ils ne sont pas sur les processus métiers. Il n'y a pas de fonctionnement dégradé sur le processus métier.
Il n'y en a d'ailleurs pas non plus sur la gestion de crise. Et c'est déjà un premier gain de l'organisation nouvelle, qui est qu'ils ont mis en place une gestion de crise intégrée et un centre de crise unique qui a été testé, je crois, il y a une dizaine de jours, et le test s'est très bien passé. Donc sur les aspects de sûreté, c'est opérationnel, ça sera opérationnel. Alors, de quoi parle-t-on au 1er janvier ? Alors, on parle des incontournables. Alors, quand on regarde la liste des incontournables, et pour préparer cette audition, je les ai repris tels qu'ils sont connus. Alors, déjà, je fais constat qu'il y a certains des incontournables qui ne sont quand même pas des exigences au 1er janvier. Les questions de logo, de messagerie, même de rapprochement informatique, tout ça, ce ne sont pas forcément des sujets, c'est des sujets importants, c'est des sujets à traiter rapidement, c'est des sujets pour lesquels il peut y avoir des perturbations. Ça, j'ai suffisamment d'expérience comme utilisateur de l'informatique pour savoir qu'il peut y avoir des perturbations. Mais ce ne sont pas des fonctions vitales au 1er janvier. Ce qu'il faut faire au 1er janvier, c'est être sûr que l'on paye les salaires, que l'on encaisse les recettes et qu'on paye les contrats. Et donc ce sont surtout des sujets comptables et des sujets RH. Et pour pouvoir payer les gens, il faut qu'ils soient affectés sur des fonctions. Alors ma compréhension de là où on en est sur les décrets, la compta et les RH. Sur les décrets, on parle de temps en temps de 17 décrets. En fait, il y en a 5 dont on a vraiment besoin et qui sont, à ma connaissance, soit déjà saisis, soit en phase de saisine du Conseil d'État pour ceux qui ont besoin de l'être. Et on est en train de rendre les derniers arbitrages. Il y a une vigilance toute particulière sur les biens, droits et obligations pour essayer de faire au plus simple pour la partie principale de l'IRSN qui est apportée à l'ASN. Le deuxième sujet, c'est la question de l'affectation des personnes. Là aussi, il faut qu'on identifie les préfigurateurs des directions de manière cascadée pour pouvoir assurer l'affectation de chacun dans son poste futur. Là encore, il faut mesurer l'ampleur de ce que ça représente parce que l'essentiel des personnes restent dans le poste qu'ils occupent, par juxtaposition ou par absence de changement de métier. Le nombre de personnes qui ont besoin d'avoir des entretiens parce qu'ils ne sont pas exactement dans le même poste, changement de périmètre ou doublon, ça représente une trentaine de personnes sur 2000 personnes. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est gérable. Le point de vigilance très fort, il était sur la comptabilité et sur le processus de paye. Sur la comptabilité, la question, c'est essentiellement de connecter le dispositif de gestion de l'IRSN sur Chorus pour l'État et surtout de mettre à disposition l'actuelle agence comptable auprès du contrôleur budgétaire du ministère. C'était un sujet d'inquiétude il y a une quinzaine de jours. À ma connaissance, c'est un sujet maintenant qui a été clarifié et qui est réglé. La question de l'agence comptable et notamment de la chef de l'agence comptable. Et enfin, sur les questions de rémunération, il faut faire un test. Un test est prévu en décembre pour bien s'assurer qu'en janvier, on sera capable de payer les gens correctement. Chaque jour permet de résoudre des problèmes techniques les uns après les autres. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête. Chaque jour, ça se résout et ça s'améliore. Et donc, on doit pouvoir assurer un fonctionnement et un démarrage au 1er janvier. Je soulignerai enfin, au risque de me répéter, qu'il faut peser les risques résiduels de perturbations sur des connexions informatiques, des choses comme ça, au regard des conséquences qu'aurait le report en termes de conduite du changement et, in fine, quand même, de perturbations pour les personnels qui sont quand même dans l'incertitude. Voilà. Voilà. Je pense que sur les déchets, j'ai déjà beaucoup répondu. Je rajouterai juste un point, qui est que si je ne m'occuperai pas du dossier CIGEO, je le redis, pour autant, une autorité de sûreté, elle sera vigilante à ce que l'ensemble du système conserve des marges, et des marges notamment en termes d'entreposage, des marges en termes de temporalité. Parmi les sujets qui sont actuellement sur la table, il y a celui du besoin d'une piscine centralisée, à quel horizon de temps, etc. Eh bien, l'enjeu de l'autorité de sûreté, c'est bien d'être vigilant sur les marges, tant physiques, pour s'assurer qu'on est capable de bien entreposer les déchets, de toute façon, ou les matières d'ailleurs, ou les combustibles. D'ailleurs, ils sont tous entreposés très longtemps, mais également les marges temporelles, parce que force est de constater également que les projets prennent souvent du retard. Voilà. Merci, Monsieur le Directeur Général.